Je pense que c'est des gens qui ont envie de développer leur croissance, mais aussi de développer leurs équipes. Du coup, il y a vraiment cette envie ou cette conscience que de toute façon, il faut que l'équipe elle soit embarquée dès le début du projet. Alors j'ai lu une phrase, moi elle me plaît beaucoup. En prenant le temps, on va beaucoup plus vite. Donc ça c'est une phrase que tu as écrite justement, on la retrouve sur ton site internet. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bonjour Sophie, merci de me recevoir dans cette pépinière d'entreprise. Tu accompagnes toi-même des entreprises, si j'ai bien compris. Tout à fait. Bienvenue à Mulhouse. Merci, c'est la première fois que je viens en plus, pour découvrir la ville comme ça. Donc toi, ça fait une vingtaine d'années que tu travailles maintenant dans le marketing et tu as monté ton entreprise il y a environ 5 ans. C'est ça. Une entreprise qui s'appelle donc Comarketon. Tu vas nous en dire un peu plus tout à l'heure, mais je voulais commencer par te demander si tu étais un hashtag, lequel serais-tu ? Alors si j'étais un hashtag, je serais l'hashtag Agir ensemble. Pourquoi ? On en parlera, mais je viens vraiment du monde du marketing et des études de marché, de l'audit, de l'analyse, de la réflexion. Et des fois, je trouve qu'on a peut-être tendance à s'y perdre et je suis vraiment tournée vers l'action, aussi bien pour mes accompagnements pro, peut-être que même pour la vie. Et du coup, le mot action et agir est important. Et puis ensemble, c'est l'histoire du collectif. Et du coup, si tu étais un animal ? Je me suis posé la question aussi, j'ai vu un okapi. Je sais pas si un okapi ? Ouais. Je ne connais pas. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un animal en fait assez atypique. Au départ, il a été classé dans la famille des équidés et en fait à la fin des giraffidés. Et il ressemble à... C'est entre un cheval et une girafe. C'est ça. Entre un cheval et une girafe, il a des pattes de zèbre d'ailleurs, un cou un peu de girafe. Et j'aime bien cette idée de mélanger les choses. Et du coup, si tu étais une couleur, est-ce que c'est aussi un mélange ? Je vais prendre 2 couleurs si je peux. Et je pense que c'est aussi lié au mélange. Ce serait le vert et le jaune. D'accord. Et c'est parce qu'en fait, je suis française née au Brésil, donc franco-brésilienne. Et c'est quelque chose qui est important pour moi, d'avoir cette biculture. Du coup, c'est vrai qu'il y a aussi un peu de mélange là-dedans. Et c'est des couleurs que je trouve vives, gaies. Et en plus, il y a ce côté aussi... celle du drapeau brésilien, quoi. C'est ça. Toi, tu es arrivée en France, donc à quel âge ? Petite, toute petite. J'ai un papa alsacien, donc français, et une maman brésilienne. Et je suis née là-bas et je suis arrivée, j'avais 3-4 ans. Par contre, j'ai de la chance d'avoir une maman brésilienne, et la famille est importante au Brésil. Du coup, on a toujours gardé des contacts très forts avec ma grand-mère qui venait tous les ans, ou dès qu'elle pouvait en tout cas, et les cousines, les cousins, et un lien malgré tout très fort avec ce pays. Donc beaucoup de mixité. Toi, est-ce que maintenant tu peux nous expliquer comment t'en es arrivé à créer ton entreprise, donc Comarketon ? Tu t'occupes de tout ce qui est stratégie en marketing digital, tu travailles d'une certaine manière. Alors, comme tu le disais, j'ai créé l'agence Comarketon, qui au départ s'appelait différemment, qui s'appelait Target Marketing, parce que comme je te disais, je suis assez dans l'objectif, dans la direction, et du coup j'avais cette envie d'aller vers quelque chose de concret. Aujourd'hui, c'est vraiment l'agence Comarketon, et dans Comarketon, quelque chose qui est important pour moi, c'est le collectif et le marketing collectif. Pourquoi ? Parce que justement, j'ai une expérience assez longue dans le marketing. J'ai été responsable marketing dans une entreprise internationale. D'accord. Et dans quel domaine d'activité ? Alors, c'était un industriel dans le BTP. D'accord. Ouais, c'est ça. Donc un milieu pas forcément ouvert au marketing, ou en tout cas on l'imagine pas très ouvert, quoi. De premier abord. De premier abord, ouais, on peut dire ça. Disons que avec du recul, je pense que c'est un marketing à l'ancienne, que les freelances, ils ont pour moi une avance en fait sur ce marketing-là par rapport justement à ces groupes industriels qui peut-être font encore des choses un peu à l'ancienne. D'accord. Et du coup, moi j'avais ce poste de responsable marketing et on faisait appel à des cabinets de conseil en marketing. Et alors c'est un peu avec du recul, sur le coup je ne m'en rendais pas compte, mais je pense qu'il y avait beaucoup de stratégies copier-coller qui en fait étaient proposées à nos concurrents, plus ou moins homologues, et finalement on mettait vraiment la même stratégie en place parce qu'on nous conseille de mettre la même stratégie en place. Et c'est un peu avec du recul parce qu'après j'ai moi-même travaillé en cabinet de conseil, et déjà j'avais un peu cette impression que justement
On proposait finalement plus ou moins les mêmes choses à un marché similaire. Et l'autre point où là je me suis dit qu'il y a un problème, c'est qu'on venait nous en tant qu'experts marketing, aussi bien digital que sur de la data, sur de l'analyse, avec des recommandations, des rapports, des PowerPoint, des trucs vraiment un peu qui claquent. Je me souviens, un siège social en Allemagne, on est arrivé, il y avait une vingtaine de personnes, on avait fait un super PowerPoint, présenté le truc, on était assez contents. La présentation qui dure 4 heures. C'est ça. Et ben, on était contents de nous. Hein. Et alors les gens étaient contents aussi, c'est ça qui est quand même fou, c'est que merci, c'est super, vos recommandations sont top et tout. Il y avait aussi un travail derrière quand même. Il y avait un travail. Une analyse, en effet, on avait fait des études quali, voilà, on a vraiment... on était allé à la rencontre des consommateurs, un quanti, enfin c'était quand même assez lourd, assez important et je pense assez pertinent. Mais 6 mois après, on revient dans cette entreprise et aucune action qui a été mise en place suite à cette étude. Et du coup, petit à petit, j'ai vraiment une frustration en me disant, je pense que ce qu'on propose c'est bien, mais finalement c'est pas implémenté. Et d'où le agir ensemble. Comment est-ce qu'on fait pour passer de la réflexion à l'implémentation, à l'action? Et donc, tu étais d'abord directrice marketing d'une entreprise pendant plusieurs années. Responsable marketing. Responsable marketing. Tu étais accompagnée par des consultants, puis tu es passé de l'autre côté, tu étais toi-même consultant pour d'autres entreprises. C'est ça. Et là, tu t'es dit, bon, d'un côté, on me propose des choses un peu toutes faites, de l'autre, quand c'est moi qui conseille, c'est des choses qui ne sont pas mises en place. Donc, t'en es là. Et du coup, tu te dis, je vais créer ma société. Ouais, je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Et j'essaye de trouver quoi, et je fais des rencontres. C'est là que je commence à parler d'intelligence collective, parce que j'étais à un séminaire sur Paris autour de l'entreprise apprenante. Et il y avait aussi des interlocuteurs, non, des participants de grosses boîtes, Total, Engie, et voilà, SNCF. Et en fait, je me rends compte que dans ces grosses boîtes, il y a quelque chose qui se passe autour de, ok, il faut vraiment que les équipes elles soient beaucoup plus engagées, ce qu'on appelle l'engagement collectif, et qu'il y a des méthodologies qui sont mises en place. Et je me dis, c'est vraiment ça qui manque dans mon territoire, alors Grand Est, et mes clients qui sont plus petits, en fait, des PME, des ETI, pour arriver à créer des stratégies avec le dirigeant, mais aussi les équipes, parce qu'après, je pense que c'est là qu'on va réussir à passer de la stratégie à l'action. D'accord. Donc pour toi, le collectif, c'est d'impliquer aussi les employés, pas juste ceux responsables du marketing finalement. C'est ça. Et du coup, je crée l'agence Comarketon. Et je me souviens, par rapport à ce que tu dis, l'une de mes premières études, la méthodologie reste plus ou moins la même. C'était un e-commerçant. D'accord. Qui voulait savoir ce qui se passait en termes de tendance, ses métriques sur le site, etc., etc., benchmark. Du coup, je fais tout ça, toute cette étude de marché, avec ce que j'avais appris, je dirais, auparavant. Mais là, au lieu de le présenter un peu à l'ancienne uniquement aux dirigeants, ou en tout cas aux décideurs, je demande aux dirigeants de faire venir toute l'équipe. D'accord. Et là, on parle, voilà, le cariste, le préparateur de commandes, vraiment toute l'équipe. Donc ça, c'était ta première mission? Une des premières, Une ouais. des premières. J'ai vraiment commencé à vouloir tirer ce fil de l'intelligence collective dans le marketing. D'accord. Donc concrètement, l'un de tes premiers clients, tu fais une étude, comme tu faisais en tant que consultante. Et cette fois, avant de la présenter aux dirigeants, en fait, tu ramènes tout le monde. Tu dis maintenant, on va réfléchir à ce que j'ai fait. On va réfléchir ensemble à ça. Alors, je l'avais déjà présenté aux dirigeants. Et on avait une problématique autour de la notoriété qu'on n'arrivait pas à résoudre. D'accord. Et du coup, on s'est dit, je lui ai dit, ok, je ne sais pas exactement quelle est la réponse, mais on va présenter ça aux équipes. Et là, c'était magique. Il y a eu un jeune cariste qui pose une question. Et on se regarde avec le dirigeant, on se dit, en fait, la question était la réponse à la problématique notoriété. Enfin, c'était vraiment... Que vous aviez... Ouais. Et c'est vraiment là où je me suis dit, il y a un problème dans cette partie plus réflexion, où on est peut-être trop... haut peut-être, ou je sais pas trop. C'est bien d'avoir un œil externe, mais il manque l'interne pour les infos et aussi après pour l'engagement. Parce que après, quand ça vient de l'équipe, j'ai d'autres exemples de missions où justement l'idée venait de l'équipe. Même si moi j'étais là pour l'inspiration, et ben si c'est l'équipe qui propose l'idée, c'est quand même elle qui va la mettre en place et du coup c'est là qu'on arrive à l'action.
Ouais. On a beaucoup plus de chances que les choses soient mises en place si l'équipe est impliquée dans le travail justement de réflexion. Ouais. Et en plus, souvent, moi je dis souvent, c'est sublimé. Je viens peut-être avec des idées qui sont assez bonnes, certes, mais après c'est encore Oui, sublimé. c'est ton expertise, donc forcément Ouais. tu apportes quelque chose à ce point-là. Oui. Quand même. Mais du coup, c'est mélangé et sublimé, je trouve. D'accord. Et du coup, ça rejoint bien ce dont je voulais te parler. Tu parles beaucoup sur ton site internet de marketing collectif. Je voulais qu'on parle de termes un peu précis, parce que et c'est super intéressant si vous allez sur le site internet de Sophie, donc Comarketon. Vous allez, il y a énormément de sujets qui sont abordés et j'aimerais qu'on en voit quelques-uns. Tu parles d'un terme lors d'un de tes podcasts, parce que tu fais des podcasts. Oui. C'est le terme d'assertif. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que c'est, être assertif? C'est une excellente question. Alors, je fais des podcasts. Le podcast s'appelle Les intelligences collectives. J'ai vraiment envie d'intégrer cette dimension collective à l'entrepreneuriat, tu vois, la stratégie, au marketing, mais surtout voilà, au faire ensemble finalement. Parce qu'on peut aussi parler d'association. Et dans un des podcasts, une des personnes me parle de l'importance de l'assertivité. Et l'assertivité, c'est vraiment de s'affirmer, de dire un peu qui on est et d'avoir le courage de dire ce qu'on pense et sans... Parce que des fois, en maintenance collective, on est beaucoup sur la bienveillance et peut-être qu'on peut arriver à des choses un peu molles, mais pour moi, c'est important aussi d'être assertif, de dire ce qu'on pense et de l'accepter aussi de toi, de pouvoir l'entendre aussi, tu vois. Et du coup, c'est un élément que moi, je trouvais intéressant dans cette interview. Donc c'est travailler ensemble tout en s'affirmant. Ouais. Ne pas avoir peur justement d'en dire trop et de donner ses idées, quitte à aller à l'encontre des autres en fait. Ouais, c'est ça. J'en avais un autre. Alors j'ai lu une phrase, moi elle me plaît beaucoup. C'est en fait, en prenant le temps, on va beaucoup plus vite. Donc ça c'est une phrase que tu as écrite justement, on la retrouve sur ton site internet. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors je pense qu'elle te parle parce que tu es aussi dans cette démarche de diagnostic. Et c'est vrai que par moment, les gens n'ont pas envie de se poser pour définir, voilà, pour avoir cette étape de diagnostic. On a l'impression, même moi, des fois, qu'on sait. Et reculer ou revenir en arrière ou prendre un peu de hauteur, aujourd'hui, dans nos quotidiens qui sont toujours de plus en plus rapides, c'est assez compliqué. Et du coup, s'arrêter, c'est difficile. Et pourtant, je suis convaincue que justement, c'est en s'arrêtant qu'après, on se pose, on décante aussi un petit peu ce qui se passe. Et après, ça va beaucoup plus vite, quoi. Mmh. Alors que si on y va tout de suite, finalement, on revient en arrière, on refait, on défait, on machin. C'est pas toujours la meilleure possibilité. Et c'est pour ça que j'ai des fois du mal, mais je préconise quasiment toujours un temps de diagnostic, un temps de OK, stop, on s'arrête, on discute vraiment. D'accord, donc en fait, c'est pour créer les bases. Une fois qu'on a les bases, la structure, on sait où on va et on y va beaucoup plus vite, même si on fait quelques erreurs. Si on ne fait pas ce travail-là, le risque, c'est que, comme tu l'as bien indiqué, c'est on revient en arrière, on repart, on change de direction et on perd du temps au final. Ouais. Et même, je pense que voilà, même en faisant le temps de diagnostic, je ne dis pas qu'on revient un peu en arrière, mais il y a moins cet effet girouette aussi. Ouais, on a les différents chemins à essayer. S'il y en a un qui ne fonctionne pas, on sait déjà vers lequel s'orienter. Parce que c'est important aussi, toi tu travailles quand même avec des directeurs de PME, c'est des entreprises de plus de 50 employés en gros. Donc c'est des personnes qui souvent ont énormément de travail, donc elles ont des emplois du temps hyper chargés. Donc leur dire d'accord, alors avant de mettre des actions en place, on va prendre tous les employés et on va réfléchir ensemble quelques heures. C'est vrai que c'est quand même, il faut s'imposer, c'est là où il faut être assertif. Quoi. Ouais, c'est vrai. C'est que c'est le premier pas, le premier atelier qui est peut-être des fois difficile à accepter, parce qu'on a envie de foncer, on a envie en fait d'un expert qui sait. Un expert qui va dire « Ok, tu fais ça ». Il y a des gens qui ont vraiment envie de ça. Moi, je dis « Oui, je sais, mais je pense aussi que vous savez. » Donc, arrêtons-nous un instant et après, allons-y ensemble. Il y a une autre phrase dont je voulais te parler, c'est l'intelligence collective. On a déjà abordé le thème avec le co-marketon, finalement, le collectif. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu pour toi ce que c'est l'intelligence collective vraiment? Parce que pour moi, c'est une vraie question. Et je trouve que j'ai appelé le podcast « Les intelligences collectives » parce que finalement, moi en tout cas, je mets le pied là-dedans, ça ouvre des portes incroyables.
Donc il y a plusieurs définitions. Il y a plusieurs définitions. Chacun a la sienne. Chacun a la sienne. Si vous en avez une, d'ailleurs, mettez-la en commentaire. Ça nous intéresse vraiment, du coup, de savoir pour vous, c'est quoi l'intelligence collective. J'aime bien l'idée de la richesse. Enfin, moi, j'ai vraiment ce truc-là où je me dis, j'ai besoin de solitude, mais je sais que quand je suis en collectif et en écoute avec l'assertivité, il se passe un truc en termes de création de valeur qui est énorme. Pour moi, c'est vraiment ça l'intelligence collective, c'est de pouvoir créer quelque chose de plus grand que soi à plusieurs. Par rapport à cette intelligence collective, si j'ai bien compris et si on peut résumer, elle va s'insérer entre le moment où tu vas faire ton diagnostic, ton audit de l'entreprise et la phase d'action, donc à laquelle tu mets un point d'honneur, comme tu nous l'as dit. Donc ça va vraiment être une troisième phase, finalement, qui se trouve entre l'analyse et l'action. Ouais. Moi, j'appelle l'analyse maintenant, je l'appelle inspiration. D'accord. Tu vois, finalement, je leur dis, je viens avec de l'inspiration, avec des idées, avec aussi une vision, sortir un peu la tête du guidon. Et après, là, je fais vraiment des ateliers d'intelligence collective, c'est-à-dire, ça peut être un peu plus autour du design thinking ou d'autres méthodologies d'intelligence collective. Et là, c'est de l'émergence d'idées. Et à un moment, c'est ça qui est génial, il y a un match entre ce qui a été dit peut-être le matin dans ma présentation, une idée d'un collaborateur, on met ça ensemble et ça fait quelque chose de sympa. Je pense à un client avec lequel on a travaillé, avec les équipes justement, et on était sur une thématique de déploiement commercial. On était plus sur un lancement de produit. Et du coup, on cherchait des marchés, etc. Et je présente cette analyse, cette étude, avec une vision sur un marché. Et dans l'après-midi, on se rend compte que finalement, un collaborateur ou une équipe, il y a un vrai potentiel en interne sur du SAV. Mais c'est plus alors dans le process, sur deux choses. Et du coup, c'est vraiment ce qui a été mis en place à la fin. C'est plus, lui, il y a une opportunité sur ce marché-là, mais nous, on peut l'intégrer dans le SAV. Et finalement, aujourd'hui, c'est une partie importante de leur chiffre d'affaires. D'accord, donc ils ont proposé un service supplémentaire au service justement que vous vouliez proposer, c'est ça? C'est le marché que vous aviez ciblé? Ouais. D'accord. Par rapport à ton travail, toi, ça s'oriente pour quel type d'entreprise? On l'a déjà dit, tu parlais de PME, de TI. Vers qui tu vas t'orienter pour ce travail-là? Je répondrai un peu à l'envers. J'ai envie de dire, qui est-ce qui vient vers moi aujourd'hui? D'accord. Je pense que c'est des gens qui ont envie de développer leur croissance, mais aussi de développer leurs équipes. D'accord. Du coup, il y a vraiment cette envie ou cette conscience que de toute façon, il faut que l'équipe elle soit embarquée dès le début du projet. Du coup, c'est un dirigeant qui a vraiment envie de faire monter ses équipes en compétences aussi. C'est un prérequis, ça? D'avoir justement cette envie? Pour moi, c'est un prérequis, ouais, je pense. Avant, ça l'était moi. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment dans mes choix aussi, c'est un prérequis. Et après, je travaille aussi alors avec des TPE, des PME, des ETI. Je travaille aussi avec des collectivités et des associations sur les thématiques bénévoles finalement, parce que c'est la même problématique. C'est comment est-ce qu'on se développe. Et en plus, là, il y a des bénévoles derrière. Donc, comment est-ce qu'on arrive aussi à embarquer les bénévoles et puis aussi à créer quelque chose avec les bénévoles, quoi. D'accord. En termes de stratégie également, finalement, même si c'est pour une association. Ok. Donc tu vas t'adresser finalement à toutes ces entreprises qui ont déjà une volonté finalement d'évoluer ensemble, de réfléchir à comment se développer. Et qui ont peut-être une vision CA, chiffre d'affaires, mais cette conscience de dire, ok, si c'est que du CA, que de la com, on va dire, tu vois, si c'est une opération de com ou ce genre de choses, c'est peut-être pas Sophie. Mais si c'est un peu plus, ok, je crois que mon équipe, elle doit aussi monter avec, oui. C'est peut-être alors co-marketon, parce qu'on, faut croire en l'humain, j'ai envie de dire. Oui. Après, il ne faut pas aussi avoir honte de dire aujourd'hui, si je communique, c'est pour faire du chiffre d'affaires derrière. C'est du temps qui est mis en avant, c'est des budgets qui sont engagés. Donc c'est aussi une logique normale, je pense, à avoir. Mais si on peut intégrer en plus l'humain, on aura d'autant plus de chances de développer son chiffre d'affaires dans tous les cas. Donc oui, voilà, ça va ensemble finalement, en fait. On a vu à peu
près les entreprises, quel type d'entreprise tu travailles. J'ai pris deux entreprises, enfin une association et une entreprise, et je voulais savoir justement, selon ton avis d'expert, comment elles pourraient utiliser cette intelligence collective, ce marketing collectif qu'on a défini avant, comment elles pouvaient l'implémenter en gros dans leur entreprise. La première entreprise, c'est une entreprise donc industrielle qui fabrique en fait des tuyaux industriels. Voilà, bon, on va s'arrêter là, mais en gros, comment elles pourraient utiliser le marketing, c'est quand même quelque chose de vachement précis, pour développer leur croissance. Imaginons qu'elles veulent vendre plus de tuyaux industriels justement. Comment elles pourraient utiliser l'intelligence collective pour développer ça? Mes clients, ils viennent pas me voir pour l'intelligence collective aujourd'hui. Et tu as raison de poser cette question-là. Ils viennent vraiment me voir pour une casquette de marketeuse, marketing, de développement. Moi, j'ai moi-même travaillé dans ces groupes-là. Du coup, j'ai leur jargon, je parle leur langue, on va dire. Et ce sera des thématiques sur, voilà, sur les lancements de produits, notoriété beaucoup, marque employeur. Enfin, voilà, c'est vraiment des choses des besoins assez précis. Et ils viennent me voir plutôt pour ces besoins-là, en disant qu'on sent qu'on a un déficit, sur une marque, notoriété, ou sur un site web où on se dit on n'a pas de trafic, on ne convertit pas, etc. D'accord, dans le cadre de notre exemple, par exemple, ils ont sorti une nouvelle gamme de tuyaux pour entreprises et ils voudraient la développer. Ils voient qu'elle ne fonctionne pas assez alors qu'ils ont investi dans des machines pour les faire. Donc ils viennent de voir d'abord avec cette problématique-là. Ils ne parlent pas encore d'intelligence collective. Et là, du coup, comment tu abordes la question? Du coup, je comprends la problématique, hein, et je pense que c'est un point intéressant pour eux, c'est que je la comprends et que justement après j'arrive avec une vision un peu systémique où je prends un peu de la hauteur. Je fais pas mal de benchmark où je leur dirais par exemple, tenez, on va se poser, on va regarder comment font les concurrents, mais aussi quand je dis concurrents, c'est pas forcément les gens qui vendent des tuyaux, mais ça va être des gens qui vendent peut-être d'autres produits, mais aussi dans un secteur industriel. Et on va essayer de s'inspirer des bonnes façons de faire de cet écosystème. Par exemple, on verra peut-être en faisant cette étude qu'une personne a fait une super opération de relations presse. D'accord. Et moi, dans ma restitution, je leur montrerai, écoutez, regardez ce gars-là, il avait fait ça en mai 2020, et 3 mois après, on a vu des choses trafic augmenté ou des ventes augmentées. D'accord. Et je pourrais venir avec différents exemples de ce type, tu vois. D'accord. En disant, ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ces possibilités-là, avec des choses chiffrées aussi, parce que ce qui est intéressant avec les outils digitaux, c'est qu'on peut voir et chiffrer beaucoup de choses. Ouais, même les mesurer du coup. Ouais. Voilà, les mesurer, même des concurrents, donc c'est vraiment intéressant. Et après, ça veut dire que devant eux, ils ont, je dirais, de nouveaux possibles. D'accord. Que je leur propose, voilà. Et c'est là que pour moi, je pourrais leur dire, à mon avis, la meilleure chose à faire, c'est peut-être relations presse, mais c'est ce que je faisais avant. Et aujourd'hui, je ne fais plus ça. Je leur dis, ok, maintenant on se pose, on réfléchit ensemble, intelligence collective, et on va essayer de voir, ok, d'après vous, par où on va, plutôt dans cette direction-là. Est-ce qu'on le modifie un peu à notre sauce, à la sauce tuyau, je sais plus comment tuyau industriel, ouais. Tuyau industriel, ok, on modifie, comment on fait. Et après, plan d'action, comment on y va. Et je viens avec mon savoir pour l'action aussi. Mais c'est aussi eux qui définissent le plan d'action. D'accord. Et en fait, en travaillant comme ça, tu vas vraiment éviter ce côté consultant que tu as décidé de quitter finalement, où tu apportes une idée qui va être la même pour tous parce que ça marche pour l'un, alors pourquoi pas ça marcherait pour un autre. Ouais. Tu vas avoir cette approche-là, mais après tu vas dire voilà, il y a plusieurs solutions, mais on va choisir ensemble laquelle est la bonne. Et du coup, elle correspondra vachement plus aussi avec les valeurs de l'entreprise, avec comment elle est faite. Et du coup, il y a beaucoup plus de chances qu'elle fonctionne, c'est plus personnalisé du coup. Ouais, c'est ça. D'accord. Et je le vois aujourd'hui, tu vois, les dirigeants sont contents parce que c'est personnalisé, ça fonctionne. Et en interne aussi, il y a vraiment un truc qui se passe sur l'engagement. Il y a une émulation. Ouais. D'accord. Émulation, non? Émulation. Mais moi, j'ai toujours du mal avec ce mot aussi. Du coup... Donc tu nous as dit comment tu mettais ça en place. Est-ce que tu peux nous dire maintenant quelles actions simples une entreprise peut faire si aujourd'hui elle se dit d'accord, on veut se développer sur Internet, on a déjà ces axes de développement, on veut implémenter l'intelligence collective avec nos employés.
comment le faire? Comment aborder les employés? Comment les rentrer en fait dans cette réflexion-là? Alors moi, je pense que la réponse intelligence collective, c'est surtout une question de posture, d'écoute. Donc, je pense que c'est au départ vraiment une question de posture. Après, il y a des techniques d'animation, il y a des experts en facilitation. Donc on peut bien sûr faire venir un expert, mais je pense aussi aujourd'hui que voilà, si on a une posture un peu d'ouverture, qu'on a un peu compris voilà, les techniques d'animation, on peut aussi ou se former, ou voilà, tester certaines choses. Mais je pense que c'est vraiment une histoire d'ouverture et de posture. D'accord. Si on fait semblant de prendre les idées des collaborateurs, tu vois, et de faire une sorte de brainstorming avec des post-it, et finalement... Ils finissent tous à la poubelle à la fin. Voilà, c'est ça. Et ça marche une fois, mais ça marche pas deux fois. Enfin, ça marche, disons, les collaborateurs donnent une fois des idées, et à la fin, ils ne donneront pas plus d'idées, quoi. Puisqu'ils savent que ça va mener à rien. Ouais, c'est ça. Et du coup, on revient un peu sur l'idée d'une personne, soit de l'expert, soit du dirigeant, soit du manager. Pour moi, voilà, c'est là où on perd un peu de la richesse. D'accord, donc ça peut paraître simple, mais ce qu'il y a de plus important finalement, ça va être d'écouter les collaborateurs, de vraiment les écouter et de se dire il y a potentiellement des idées qui peuvent en ressortir qu'on va utiliser, vraiment. Ok. Et après, décider, enfin, je suis aussi assez précautionneuse sur le fait de trop écouter, tu vois. Il faut aussi un moment trancher et décider. Du coup, je trouve que voilà. Être assertif. Assertif, voilà. Et que le manager ou quelqu'un doit vraiment trancher. Le consensus, par exemple, c'est compliqué à avoir et c'est pas grave si on l'a pas. Et peut-être que des fois, on prend une décision et on peut quand même accepter aussi d'avoir des dommages collatéraux. Enfin, voilà, je suis pas, disons, il y a peut-être du bisounours de l'intelligence collective où on dirait, bah voilà, faut que tout le monde soit content. Je dis pas que tout le monde sera content dans ce que je fais, tu vois. Il y a peut-être des gens, voilà. Mais par contre, prendre en compte l'avis de tout le monde, je trouve que c'est important pour après choisir, décider et puis avancer. Donc tu viens déjà de nous en donner une, mais est-ce que justement tu as des erreurs à éviter quand on veut se lancer là-dedans? Tu nous as déjà dit donc il ne faut pas faire semblant d'écouter ses collaborateurs, il ne faut pas ne pas cadrer les discussions. Je te parlais avant le stade de l'inspiration. Je trouve que c'est un stade qui est top, dans le sens où faire de l'intelligence collective à partir de rien, c'est pas si facile que ça. Alors je m'explique. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est quand on a une problématique. Par exemple, moi je passe ou une matinée ou 2-3 heures, voilà, à faire ouvrir le cerveau, tu vois. Oui. Et du coup, ça peut être un apport extérieur d'un expert qui vient parler, des experts qui viennent parler de différentes choses, etc. Et des fois, ce qui se passe, je trouve, c'est qu'on dit, on va trouver un nouveau marché. On peut mettre des gens dans une salle et leur dire trouver un nouveau marché. Et finalement, tu vois, il n'y a pas eu d'ouverture avant, de temps d'ouverture. Mettre les gens dans une position finalement d'ouverture de réflexion où ils vont pouvoir accepter des idées, des nouvelles idées, quoi. Les faire sortir du cadre pour les faire rentrer dedans. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Bah, c'est super intéressant en tout cas. Je pense que ça peut vraiment servir. Si aujourd'hui vous dites ça pourrait être intéressant de mettre en place cette démarche, vous n'avez même pas besoin finalement, au début en tout cas, de passer par quelqu'un. Vous pouvez essayer déjà de réunir vos collaborateurs et puis en interne de discuter de problématiques réelles et d'écouter finalement ce qu'ils ont à dire. Tu nous as parlé d'un podcast, j'allais y venir justement, ça tombe bien. Donc aujourd'hui, pour ta communication, tu crées beaucoup de contenu. Tu as un blog, tu as un podcast où tu interviews des gens sur la thématique globale de l'intelligence collective et chacun après sa spécialité, on va dire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà, comment il s'appelle? Avec plaisir. Alors c'est un podcast que j'ai lancé il y a 1 an, pendant le confinement, qui s'appelle Les intelligences collectives, sur toutes les plateformes de podcast. On le mettra en lien. Mettre en lien, super. Et c'est un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps. Alors moi, je suis une vraie amatrice de podcasts, surtout liés au marketing. D'accord. Voilà. Donc j'écoute beaucoup. Et j'avais cette envie depuis très longtemps. Et tu vois, aujourd'hui, je suis passée à la création de contenu. Et j'espère évoluer encore sur ce chemin-là. Pour moi, c'est un peu le début aussi. Après, je suis aussi plus introvertie qu'extravertie. Donc, créer du contenu, c'est un exercice qui est un peu différent pour moi. Et j'étais plus dans l'analyse, etc. pour les clients. Et aujourd'hui, j'ai vraiment décidé, et je remarque que j'ai des choses quand même intéressantes à partager, finalement. Tu m'avais dit à l'époque que tu faisais du réseautage, que tu allais dans les clubs d'affaires et que tu décidais d'arrêter un peu ça
et de passer justement à la création de contenu. Donc là, le bilan après ces 1 an, c'est quoi la différence? Alors, j'avais fait une interview avec Alexandre Dana dans le podcast et il m'a dit, Sophie, si tu... dans le podcast, hein, quand on fait du contenu, on attire, et quand on est un peu plus authentique, parce que j'étais peut-être, j'avais tendance à un peu à me cacher, on attire les gens qui te ressemblent, qui nous ressemblent. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est que justement, en faisant du contenu, franchement, c'est top parce que j'attire des gens qui sont intéressés par ce que je dis et du coup, ça devient intéressant. Tu vois, comme toi, te Oui. parler, je trouve ça génial. D'autres personnes, tu vois, et du coup, j'ai des demandes qui, pour moi, sont beaucoup plus intéressantes parce qu'elles collent avec ce que j'ai envie de partager ou j'ai envie de faire, etc. Alors que le club d'affaires, finalement, tu es vraiment là plus en négociation. Mais je trouve que c'est moins riche que quand c'est, on se connaît un petit peu déjà, on sait qu'on a des choses en commun et on va travailler ensemble. Et c'est ça qui est chouette, je trouve. C'est les personnes qui viennent, soit on travaille ensemble, soit on ne travaille pas ensemble, mais on a quelque chose en commun. Oui, sinon elles ne viendraient pas à toi, puisqu'elles t'ont déjà écouté avec ton podcast, elles connaissent ta voix, connaissent ton visage, parce que maintenant tu mets bien en avant. Je commence. Tes conseils, parce que tu as écrit des articles précis sur le marketing dans ton blog. Donc finalement, avec tout ça, soit ce que tu proposes, ça leur convient pas et elles viennent pas, soit elles te connaissent déjà un petit peu et elles viennent à toi et tout de suite ça match. C'est super intéressant en tout cas. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui nous ont écoutés, ça va leur donner beaucoup d'idées. Moi, je vous recommande vraiment, en tout cas, de mettre en place, même si vous avez une petite équipe, on a parlé de PME, mais j'imagine que ça va très bien aussi pour les TPE, par exemple. Ah Si oui. on a 4-5 employés, ça marche déjà. Je vous invite déjà à faire ce premier travail de réflexion, à regarder via les podcasts ou ton site internet que je mettrai en lien comment créer une intelligence collective, comment essayer de mettre ça en place et vraiment de voir ce que ça donne sur une problématique précise. Je pense qu'il faut d'abord mettre une problématique en place, Ouais. se dire ok, on va répondre à ça. Avec quelques idées, Ouais, l'inspiration, je pense que c'est important. Mais le dirigeant peut aussi, tu vois, essayer d'être ouvert à cette inspiration problématique. C'est comme je disais, un peu ouvrir le champ des possibles et après converger de nouveau avec... d'accord. En tout cas, je te remercie vraiment de m'avoir accueilli ici et d'avoir pris ce temps de nous expliquer un peu plus ce que c'était l'intelligence collective. Et puis,